J'avais appelé une écriture, Shoah, dans le bouquin sur le film de Lanzmann, dans le bouquin que nous avons fait sur des psychanalystes écrivent, à plusieurs d'ailleurs, et après j'ai repris sur la proposition de Jean-Jacques, un travail personnel. Donc, ce qu'il appelle les documentaires qui travaillent sur la construction de la transmission de ce qui s'est passé sans pathos, inaugurant une façon de dire, de restituer une loi. Ça peut être par exemple de Memory of Justice ou Le chagrin et la pitié de Ophuls, et bien entendu Shoah. Donc, comment ce film de Lanzmann a donné ce nom à l'extermination des Juifs d'Europe? Je vous demande de faire attention à l'extermination des Juifs d'Europe, parce qu'en finale de mon exposé, je voudrais revenir sur ce terme en l'opposant à la destruction. C'est là le réel de notre temps qui est à repérer, réparer, comme dit le titre du livre. N'oubliez pas que c'est rêver de réparer, parce que c'est irréparable, mais on peut toujours espérer dans le rêve quelque chose de la réalisation d'un désir qui ne s'accomplira pas. Donc, comment s'entend cela entre psychanalyse et cinéma, avec de belles analogies, des illustrations, comment Moskowitz tire d'un film le trait, comme on dit en psychanalyse, le trait du cas, l'aspect ou l'objet acteur qui va lui permettre d'enclencher, d'étayer du côté d'un travail analytique. Le problème est que la parole est à la fois dire et altérité, équivocité. Or l'image est assertive, l'image ne nie pas, elle ne peut pas. Donc l'image, elle pose. Comment fait-elle équivocité? C'est une vraie question qui n'est pas d'ailleurs dégagée, elle est traitée, elle est parlée, elle est questionnée, et Jean-Jacques Moskowitz tente de trouver quelque chose qui pourrait rendre compte de cette altérité dans l'image. Alors, par exemple, dans les enchaînements d'images, dans le rapport son-image, dans le rapport au scénario, dans les mouvements de caméra, là, je vous laisserai peut-être en dire quelque chose, parce que moi, je rappelle ce qu'il pose. C'est de vraies questions qui permettent de montrer que la façon dont il parle des films ne sont pas seulement psychanalyse appliquée. Vous voyez, illustration de moments psychanalytiques. Je le craignais, je dois dire, et en fait, c'est bien plus délicat, discret et pudique à la fois. Il y a bien la démonstration psychanalytique, mais il y a le respect et la prise en compte de chaque ouvrage filmique. Cela avec une réelle subjectivité impliquée qui s'entend dans certaines trouvailles et s'entend aussi évidemment les liens chers et à Freud et à Jean-Jacques Moskowitz entre intime, collectif, vie, mort. Un peu plus loin, ce sera les questions qu'on entend dans les cures, être humain ou non, de quelle orientation, comme on dit maintenant, sexuelle, homme ou femme, vivant ou mort, animal ou humain, toute question épouvantable. Avec de belles phrases, le cinéma psychise le collectif, politise le sujet spectateur, où on voit qu'effectivement intime et collectif intéresse le cinéma comme intéresse le psychanalyste, et le rapport aux politiques, avec les analogies imaginaire et réalité en psychanalyse, comme au cinéma et dans les films. La tentative de destruction qui concerne le psychique
qui concerne la psychanalyse concerne aussi le cinéma. Et du coup, qu'en fait le cinéma? Quand il fait œuvre de transmission, est-il pour le spectateur comme un rêve ou commence-t-il une interprétation? C'est pourquoi pas seulement les documentaires sont convoqués, mais aussi les films de fiction. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'objet acteur. Je citerai juste là, par exemple, Babel, le fusil et la balle, ou bien le train dans Train de vie, enfin, etc. Vous verrez, il y a plein, là je survole, il y a plein de détails qui sont tout à fait intéressants. Ce qui permettra aussi d'autres analogies entre la subjectivité du réalisateur et celle du psychanalyste. Ça s'appelle, c'est un paragraphe qui s'appelle « Le désir du réalisateur », où l'on entend bien en absence le désir du psychanalyste. Vous savez que c'est une phrase qui fonctionne dans nos milieux. Alors, la question que chemin lisant je me posais régulièrement, mais comment Jean-Jacques s'enseigne-t-il pour ses films? Quel est le mot nouveau qui va advenir? Parce que je retrouve, je vous ai dit que je le fréquente depuis 30 ans, que j'ai vu des évolutions, que nous parlons, et certes, si j'ai vu ce qu'on appelle benoîtement des progrès d'écriture, et peut-être même des progrès de la vie de l'esprit, il reste toujours un possible processus. Et là qu'il s'attaque si précisément à ces films-là, qui sont des films d'artistes, comment ces artistes, comme le disait Freud, enseignent-ils l'analyste, puisque l'artiste a vocation à être plus anticipant que l'artiste analyste, mais enfin l'artiste analyste est moins artiste peut-être que l'artiste créateur de films ou de peinture ou d'ouvrages, etc., de création. Donc, voilà la question que je me posais et je commençais en me disant, mais où cela opère-t-il dans cet ouvrage? Qu'est-ce qui émerge de façon nouvelle? Est-ce que je vais être obligée de poser cette question à Jean-Jacques Moskowitz ou est-ce que je vais trouver quelque chose? Et je l'attendais impatiemment parce que, même si je suis très 18e, j'aime beaucoup ce que dit Victor Hugo. Pour faire émerger des réalités nouvelles, il faut des mots nouveaux. Donc, où est ce mot nouveau? Et quel film va peut-être le donner? Et à la page 175, je l'ai trouvé. Lequel? Oh, c'est un tout petit mot, vous allez voir, mine de rien. Mais j'engage Jean-Jacques Moskowitz à en faire quelque chose, et à nous aussi. Parce que je pense qu'il dit quelque chose, et avec ce que je vais dire après aussi, sur ce qui se passe actuellement. Et du coup, puisque je viens de dire cela, je vous rappelle que nous sommes le 8 février, et que le 8 janvier, une jeune femme qui s'appelle Clarissa Jean-Philippe a été, après le 7 et avant le 9, assassinée. Alors, ce mot, quel est-il? Eh bien, il est le mot qui vient d'un film de Ritipan sur Dutch. Et ce mot est affirmationniste. Je ne l'avais jamais entendu dans la parole de Jean-Jacques Moskowitz. Alors, affirmationnisme, ça reste quand même équivoque et polysémique, même si dedans il y a affirmation, et on entend bien qu'effectivement, un certain nombre actuellement des criminels, comme Dutch, ne sont pas négationnistes. C'est-à-dire, au contraire, revendiquent hautement, affirment hautement leurs crimes. Donc, ce terme d'affirmationnisme, nouveau pour moi, venu de Ritipan, venu du génocide cambodgien, de
excusez-moi, ça me fait effet, à mon avis, est un opérateur, un ouvreur. Et il y a quelque chose à en faire, parce que justement, dans la jouissance barbare sans limite à laquelle nous assistons, il n'y a pas de négation. Et j'avais écrit ici, au fond, ces gens dont le ça pulse et se noue à un surmoi barbare, le moi, on ne sait plus trop où il est, on dirait qu'il est tout à fait défait, dans une jouissance sans limite, c'est une jouissance sans cadre civilisationnel. Je pensais à Freud. Et au moment où j'ai écrit sans cadre civilisationnel, je me suis dit, ça va pas. Ça va pas, c'est une maladresse, c'est un de tes mots. Ils ont un cadre. Il n'est pas notre civilisation. Il n'est pas notre culture. Il n'est pas notre laïcité. Mais ils ont un cadre civilisationnel. Ce sont des humains. Donc ils ont un cadre culturel et civilisationnel. Donc comment le dire? Alors, moi je restais sans voix, sauf le terme maladresse, mais justement, je trouve que ce mot affirmationniste, avec le fait que la langue ne ment pas, quand un mot nouveau advient, a une subjectivité, il faut l'entendre et la faire travailler. Donc, je vais presque conclure, j'ai apprécié ce que, de Jean-Jacques, ce que Lacan dit sur ce courageux regard. J'ai trouvé que c'était plus intéressant ce courageux regard que ce regard frontal. Mais après tout, on pourrait dire aussi avec ce terme que Jean-Jacques allie courageux regard et regard frontal. Je dirais que dans cette fin d'ouvrage, il y a quelque chose aussi qui est une sorte, je lui ai dit l'autre soir dans une réunion, une sorte de déplacement éthique sur le terme jouissance. Parce que pendant très longtemps, avec la leçon qu'avait donnée Lanzmann dans Shoah, il n'était pas question de cette question. Alors que, aussi avec un film, Le Dernier des Injustes, et de son héros, alors pas du tout Lanzmann, je ne suis pas d'accord, moi, je vais quand même faire là une critique, mais avec son héros Montwaldstein, Jean-Jacques pointe quelque chose, effectivement, de la jouissance nazie et de la ruse de Montwaldstein, comment il, tenant compte de la perversité nazie, plus rusé encore qu'eux, il négocie avec eux sans jamais céder sur sa place. Il n'est jamais, jamais à leur place. C'est-à-dire qu'il ne donne pas les noms, comme ont fait d'autres Jugendräte. Jamais. C'était eux qui doivent désigner. Lui, il ne peut pas, ce n'est pas sa place. Il reste à sa place. Et ça, je pense que Jean-Jacques le dit très souvent, ne pas être dans les pas des autres, ne pas être dans la parole des criminels, encore récemment. Donc, là-dedans, vous voyez, il y a vraiment dans cet ouvrage aussi une progression, une avancée. Alors, je vais faire quelques petits points. Très jolie critique de Hannah Arendt. Non moins belle critique d'Edgar Morin. J'avoue que j'ai jubilé. Vous regarderez. Beaux interviews de Guillaume Moscovitz sur le hors-champ. J'ai trouvé très intéressant. Très belle interview de Françoise Dolto. Et puisque la question de la vie, de la mort est constante en ce moment, je voudrais dire 2-3 choses sur cette interview. Un petit énoncé où je me suis dit, tiens, ça c'est un énoncé un peu sexiste, ou alors il faut l'écouter drôlement. Page 130, Jean-Jacques Moscovitz parle de Dolto en disant qu'elle avait une spontanéité bien féminine. Alors si on prend féminine au sens habituel homme-femme, c'est un peu... bon, vous voyez pourquoi je pouvais dire un énoncé un peu cul à praline. Si on prend féminin dans féminine dans un autre sens, alors on ne l'entendra pas de la même façon. Et ça, c'est toute l'équivocité possible. Là, je te sauve. Hein. Alors,
la belle remarque de Dolto sur l'avortement. Elle fait une remarque en disant que ça ne va pas de dire légaliser l'avortement. C'est autoriser l'assassinat. Dépénaliser l'avortement, ça c'est très important. Et il y a toutes sortes de petites remarques comme ça. Comment elle va voir Shoah seule. Moi aussi je vais au cinéma toute seule. Je pense que c'est plus important d'être dans cet affrontement. Elle dit, on va au cinéma seule, parce que même si on est avec un ami, on ne parle pas au cinéma. Donc autant bien y aller seul. Elle dit aussi quelque chose que je me rappelle lui avoir entendu dire chez toi, sur le fait qu'il ne faut pas montrer Shoah trop tôt aux enfants, parce qu'autrement, ils n'auront plus du tout confiance dans les adultes, ils n'auront plus envie de vivre. Donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas montrer n'importe quoi, pas toutes les images, et en même temps, pas sans une certaine éthique du dire. Je vais conclure, et pour conclure, je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'extermination ou la destruction des Juifs d'Europe. J'ai moi-même fait un certain nombre d'articles sur ces questions, et j'ai vu que grâce à ce livre, j'ai vu que je citais Hilberg, toujours en disant l'extermination des Juifs d'Europe. Grâce à Jean-Jacques, j'ai regardé, évidemment maintenant avec Internet, c'est très bien, j'ai regardé et j'ai vu que c'était un lapsus de ma part extraordinairement régulier. Alors, je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas dire la destruction des Juifs d'Europe. Donc je suis allée, comme ancienne linguiste, regarder la grammaire et le dictionnaire. Alors je vous fais part de ce que mon regard a découvert, c'est qu'effectivement, détruire suppose un sujet animé, je, tu, il, mais un objet inanimé. Action de mettre à bas un édifice, un ensemble architectural, réalisé selon un plan déterminé, action de faire disparaître une action. Alors quand est-ce que destruction peut avoir un objet animé? Incroyable la langue. Ça apparaît parce que le mot détruire et le mot destruction sont dus au XIIe siècle. Ça apparaît vers 1805 dans un cours de chimie. Et là, on peut dire la destruction d'une espèce. Ça commence comme ça. On est au 19e siècle. Et ça se reprend en 1936, la destruction complète d'un peuple. Donc 19e et 20e, pour que détruire devienne un verbe polymorphe, tous azimuts, comprenant des objets animés ou inanimés, c'est-à-dire transformant tout en objet. Donc, donc j'aime autant dire l'extermination des Juifs que la destruction. C'est-à-dire que ce terme est juste puisqu'il va, à partir du 19e siècle, aller jusqu'à anéantissement. Donc, ce qui s'est passé, non. Ce qui s'est désiré, mais ne s'est pas totalement accompli, heureusement. Et c'est pourquoi on peut comprendre qu'on peut toujours encore rêver de réparer l'histoire, du moins en titre. Pas totalement l'histoire, pas totalement réparable, mais avec un nouveau regard, un regard tenant compte de la coupure. C'est pourquoi ça s'ouvre avec le chien andalou, et pourquoi ça se termine, ça ne se ferme pas, mais ça se termine avec la proposition d'une politique du réveil, je dirais aussi de l'éveil. Merci. Nous retrouvons déjà, comme
comme au début, et ça n'arrête pas de continuer à pouvoir se rencontrer sans atermoiement sur des textes difficiles, sur des enjeux difficiles, sur des enjeux qui nous ont unis, qui nous ont parfois aussi désunis. Parfois il y a eu des désaccords. Bien sûr, la question de l'impact de la loi sur ou dans la psychanalyse, dans le psychisme. Et là, tu me fais parcourir d'une autre façon ce que j'ai essayé de faire, de tellement de manières, j'ai tellement repris ce livre dans tous les sens. Il y avait des plans, il y avait des contre-plans, c'était pas ce titre, etc. Et finalement, là, voilà, ça tombe comme j'allais dire comme une jolie robe. Ça tombe bien comme une grande couturière, de ma façon, comme si j'avais été moi, comme on dit, un patron, c'est ça. Cette robe, et que tu l'avais suivi avec un génie, un talent, un style qui me remplit de joie. Quoi, ouais. Merci. Bravo. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été. Est-ce que